Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine hebdomadaire d'analyse et commentaires de l'actualité de la semaine. Une semaine marquée au Cameroun par ces événements portés à la une des journaux et que je vous amène tout de suite découvrir. C'est la revue de presse de Canal Presse. Bonjour, certains ont quitté le gouvernement suite à la dernière réorganisation. La nouvelle crue, c'est que Paul Biya a enfin chassé Mbongo du pouvoir. L'ex-ministre des Transports, après plusieurs postes occupés dans le Serail, a vu son séjour entaché de sales dossiers. Il a fallu trouver des stratégies pour son éviction. La neutralisation de sa vision et de son réseau par le président Paul Biya ont pris du temps pour écarter l'homme de ses ambitions, selon le quotidien Émergence. Tous ceux qui ont trahi le régime vont répondre de leurs actes très bientôt et un indice fort, c'est la mise en résidence surveillée de plusieurs déchus du système. Des noms sont cités dans la primeur de l'Info Plus. Il y a des ministres mais aussi des directeurs généraux et hauts cadres de l'administration qui ne peuvent plus quitter le pays. Le Soir publie le message radio porté du patron de la Sûreté nationale avec les noms des concernés. L'éviction de Mbongo et Belinga et Boutou fait des heureux dans leur village natal à Zoétélé, dans la région du Sud. Témoignages recueillis dans Pile ou Face, ils ne pensaient qu'à eux, place désormais aux autres. Et Singan se penche justement sur les nouveaux visages du bastion naturel de Paul Biya, du directeur du cabinet civil entrant au ministre des Finances, de l'économie en passant par le transport, l'éducation et la forêt. Politica fait un arrêt spécial sur lui, Paul Motazé, qui connaît une ascension fulgurante. Il est désormais l'agentier du pays après moult supputations sur sa prochaine destination. Zoom in sur Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Préfet et sous-préfet doivent désormais travailler dur en fournissant un bulletin de renseignement quotidien et non plus hebdomadaire, fait savoir mutation. Intégration essaye de comprendre le nouveau gouvernement avec les défis des promus et les coucous éjectés dont les causes de leur chute sont plus ou moins connues. Pour le financier d'Afrique, la poursuite des réformes budgétaires et du plan triennal spécial sont les priorités économiques du gouvernement Yang 4. La crise anglophone doit être résolue avec Philémon Yang et Paul Atangandi. L'autre enjeu majeur, c'est surtout la gestion des élections à venir, d'après Expression économique. Sa presse croit savoir qui sont les têtes d'affiche de la campagne pour la réélection de Paul Biya. Atangandi doit freiner les velléités sécessionnistes pendant que Ngale Bibeye réduit les hécatombes sur nos routes et Elundu et Somba pour améliorer les conditions de vie des populations. Ils sont d'ailleurs tous du parti au pouvoir, le RDPC qui aura 140 candidats au sénatorial du 25 mars prochain. L'Action publie les listes validées par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Baromètre communautaire s'intéresse aux candidats recalés du RDPC dont Achidi Achou, John Begeninde, François Puené et Emmanuel Mvé. Ils sont tous têtes de liste de leurs régions respectives. Autre constat, 7 partis politiques ont mis le parti au pouvoir seront de la bataille sénatoriale. Les femmes sont sur la ligne de départ pour davantage s'imposer, à l'instar des moteurs de l'économie du pays. Cameroun Business Today présente 11 femmes qui font bouger la vie économique du Cameroun. Le prétexte est naturellement le 8 mars qui a connu un éclatant succès à Yaoundé. Le quotidien L'Épervier passe en revue les temps forts de la Journée internationale de la femme avec plus de 70 000 ladies mobilisées. La First Chantal Biya était de la partie pour une communion totale, Dixit Cameroun Tribune. Camerounaises et étrangères ont célébré leurs droits lors d'un défilé exceptionnel. Le héros national célèbre quant à lui l'intégration sous-régionale entre le Cameroun et la République centrafricaine. Les deux pays brillent par les échanges de services dans les secteurs des télécommunications, de la défense, des hydrocarbures, un exemple de coopération. La Fédération camerounaise de football devrait s'y inspirer en fédérant toutes les régions du Cameroun. Repère constate qu'il y a trop de frilosité et d'implication du comité de normalisation dans les dossiers, la dérive tribale. Loin du tribalisme et du racisme, Hugo Bross vient de se moquer du ministre des Sports et de l'Éducation physique. La cause selon Météosport, Bross a signé comme directeur sportif de KV Ostan alors que Pierre-Ismaël Bidumpat essayait de convaincre la FECAFOOT
de le maintenir au poste d'entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Bon dimanche et à dimanche. À dimanche prochain, Bran Kamga, invité au débat ce dimanche sur Canal Presse en direct de Yaoundé. Grégoire Orona, bonjour. Vous êtes ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais c'est en votre qualité de secrétaire général adjoint du comité central du RDPC que vous êtes sur ce plateau. Je vais commencer avec vous par une réaction au sujet d'un événement sportif survenu cette semaine. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, le Maroc semblait déterminé à prendre la place du Cameroun dans l'organisation de la CAN. Eh bien, cette semaine, le royaume chérifien annonce plutôt vouloir prêter main forte au Cameroun pour que l'événement soit un succès. Est-ce que la diplomatie s'en est mêlée, monsieur le ministre? En fait, merci d'abord de m'avoir invité un peu à pied levé, mais je suis venu, même sans cravate, je suis là. Je voudrais d'abord dire que c'est vous qui affirmez que le Maroc était déterminé. Nous, on ne va pas s'engager là-dedans, mais nous nous réjouissons de voir qu'il y a un consensus qui se fait et que le Maroc se rallie et qu'il est prêt à aider. C'est ça qui est important. Ce que la presse a raconté sur le Maroc nous intéresse peu, et même si le président de la CAF a pris certaines positions, je crois qu'il jouait son rôle, il joue son rôle à fond. À nous de jouer notre rôle, et je crois que le Cameroun joue très bien son rôle. On a vu le ministre Bidounkpat, qui est président du comité et qui mobilise bien les troupes. On a vu le président de la République qui est déterminé à offrir une belle fête sportive aux jeunes et au Cameroun tout entier. Et c'est ça qui compte. Si maintenant les pays amis, tous les autres partenaires nous apportent leur savoir-faire, nous apportent le soutien psychologique qui peut être utile, c'est une très bonne chose. Merci à vous, Jean Toumelou également, d'être chez nous, vous qui êtes secrétaire général du SDF. Un mot de ce tour cycliste international qui vient d'être annulé la veille de son lancement. Le Cameroun devait accueillir la compétition et l'explication informelle qui circule, c'est que le Cameroun n'a pas assez d'argent pour organiser cette compétition. Et du coup, certains estiment que l'image du pays en prend un coup. Je voudrais que vous disiez un mot juste là-dessus. Merci beaucoup, Carole. Merci également pour l'invitation. Merci également à Monsieur le ministre, à vous-même et aux autres panélistes. Je crois que je suis fier parce que j'avais peur jusqu'à l'ouverture de cette émission qu'on devait censurer à cause du communiqué du président du Conseil national de la communication. Et j'avais également peur, en tant que candidat, que ça peut vraiment prendre un coup et on me disqualifie. Et d'abord, en revenant à votre question, vous savez que le Cameroun est sous ajustement structurel. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de l'argent. Et vous retrouvez les enseignants et autres dans les rues tous les jours parce qu'il n'y a pas les moyens. Et je crois que c'est regrettable. Et je crois que nous sommes à une année électorale et que d'ici octobre, les choses pourront se régler. Merci beaucoup. Merci au docteur Pierre Flambon-Gayap d'être là également, secrétaire général de l'UNDP. C'est en cette qualité que vous êtes là. Le Cameroun est à nouveau à la recherche d'un entraîneur pour son équipe nationale. Et parmi les critères émis par la FECAFOOT, on parle d'avoir un bon palmarès en tant que joueur ou entraîneur, mais on parle aussi d'être disposé à résider de manière permanente au Cameroun pendant la durée du contrat. Ça veut dire en fait qu'on recherche une fois de plus un oiseau rare pour conduire notre équipe. C'est rassurant pour vous quant à l'organisation de la CAN 2019 ou notre prestation? Merci d'abord, Carole, de m'inviter sur votre plateau. Je sais que vous avez souvent souhaité que je vienne, mais je n'ai pas souvent été disponible. Je me réjouis d'avoir pu me libérer pour être avec vous ce matin. Merci. Je salue les différents panélistes
et je me réjouis à l'avance du sérieux que nous mettrons à échanger. S'agissant de votre question, je crois que la question de l'entraîneur de notre équipe nationale de football est une vieille question récurrente qui revient pratiquement tous les 2 ans parce que nous avons une instabilité en termes de maintien en place de nos entraîneurs à ce niveau-là qui est étonnante. La première chose que je voudrais dire, c'est que je m'étonne que nous en soyons là aujourd'hui, que le comité de normalisation ait renvoyé l'ancien entraîneur sans avoir pris les moindres dispositions pour que tout de suite après, il y ait son remplaçant. Je crois que ça fait 2-3 mois déjà qu'on a congédié l'entraîneur Hugo Bross. Et entre-temps, on vadrouille comme ça, on n'a aucun encadrement de nos joueurs. C'est encore une fois l'amateurisme qui caractérise la gestion de nos affaires. On pensait que c'était uniquement l'administration qui était amateur dans la gestion des affaires publiques, mais même quand on désigne des personnalités pour la majorité issues du secteur privé, on se rend compte que cet amateurisme-là perdure. Il faut s'inquiéter de cette situation. Mais pour le reste, je pense qu'on est dans une situation que l'on connaît déjà. Le principal débat, c'est de savoir si on doit toujours aller chercher l'entraîneur de notre équipe nationale ailleurs. Nous connaissons de grandes nations, y compris africaines, qui ont oublié cette formule-là depuis longtemps et qui font de meilleurs résultats que nous. Pour ce qui me concerne, je voudrais être clair tout de suite, je souhaite que nos entraîneurs nationaux soient toujours des Camerounais. Maintenant, si ceux qui sont en charge de cette sélection, de ce recrutement, pensent qu'il faut continuer à aller chercher ailleurs, bon, un jour on prendra une action, une décision précise, publique, pour que cela s'arrête. Merci Jean-Bruno Tagné du directoire de Canada International d'être avec là. J'aimerais avec vous sur la question justement d'un entraîneur national pour préciser que Alexandre Belinga a été nommé cette semaine sélectionneur par intérim de la sélection masculine A de football. Et comme le docteur Pierre Flambon-Gaillac vient de le dire, cela relance le débat sur un Camerounais à la tête de la sélection nationale. Vous y croyez, vous, un Camerounais qui conduise la sélection nationale en 2019 à la CAN? Oui, bonjour. Je pense que le problème d'un entraîneur camerounais à la tête des Lions indomptables ne se pose pas véritablement parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un Camerounais à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun. On a souvent eu des Camerounais qui ont dirigé les Lions indomptables. Les plus récents, c'est Jean-Paul Akono, Jules Nyonga, on a eu Jacques Songo, on a eu Manga Ongene. Donc on ne peut pas faire comme si des Camerounais n'avaient pas dirigé cette équipe. Donc Alexandre Belinga, il a été nommé pour assurer l'intérim le temps qu'on trouve un sélectionneur et rien n'empêche que Alexandre Belinga ou alors les autres sélectionneurs camerounais, les autres coachs camerounais déposent un dossier de candidature pour espérer diriger cette équipe. Mais le véritable problème des Lions indomptables, c'est celui qu'évoquait le sénateur tout à l'heure, c'est que à un moment donné, on se demande si il y aura jamais un entraîneur assez bon pour entraîner le Cameroun. Quand on voit la manière cavalière avec laquelle on a fait partir un certain nombre de sélectionneurs ces dernières années, c'est quand même regrettable. Volker Fink a été pratiquement chassé alors qu'il venait de nous qualifier pour une Coupe du Monde, de nous ramener à une Coupe d'Afrique des Nations alors qu'on venait de faire 2 compétitions, 2 CAN consécutives où on n'était même pas du tout qualifié. Le dernier sélectionneur qui a été répudié également sans façon, Hugo Bross, il a quand même réussi, c'est vrai, avec une équipe un peu brouillonne, mais il a quand même réussi à gagner un titre de champion d'Afrique qui nous manquait depuis 2002. Donc, à un moment donné, on se demande, mais qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'il y a une instabilité à la tête de la sélection des Lions indomptables qui ne peut pas nous amener à aborder les compétitions de manière sereine. Et il vous souvient que nous sommes, je l'ai dit, champions d'Afrique en titre. Donc aujourd'hui, on cherche un sélectionneur qui va au moins
nous qualifier pour la finale. On a placé là-bas. Au pire des cas. Voilà. Au pire des cas, on joue la finale. Et à un moment donné, moi j'ai l'impression que les Camerounais se voient un peu plus beaux qu'ils ne le sont dans la réalité, parce que quand on regarde nos effectifs aujourd'hui, on n'a pas de très grands joueurs. Et donc il faut faire preuve de sérieux et de stabilité dans l'encadrement technique, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Merci beaucoup. Je voudrais que ça vous sur les effectifs. Abdoulaye Ado, vous qui êtes secrétaire national à la communication de la NDP. Les effectifs, on en a parlé également cette semaine avec Maître Dieudonné Api, président du comité de normalisation, qui a fait le tour du monde, disons-le comme ça, à la rencontre des joueurs camerounais, certains qui avaient déjà dit qu'ils n'accepteraient plus de revenir en sélection nationale. Le bâton de pèlerin de Dieudonné Api, cela peut réconcilier les joueurs avec leur sélection nationale? Bonsoir Carole, bonsoir au panel. Je salue ceux qui nous font l'honneur de nous écouter. Pour moi, il s'agit d'un acte inutile et insolite. Simplement parce que, en vérité, ce n'est pas ça le problème des Lions Indomptables. Et même du comité de normalisation. Ils avaient une mission, qu'ils fassent leur mission. Le reste, le sélectionneur qui sera retenu pourra donc choisir les joueurs en fonction de son plan de jeu. Parce qu'à la vérité, moi je ne sais pas s'il y a un seul joueur camerounais qui soit banni. Personne n'est banni. Vous avez indiqué que des gens ont décidé de se retirer. Et c'est normal, parce qu'il y a un âge où on est obligé de se retirer parce que c'est le football. Au football, quand vous allez dans les milieux professionnels, à 35 ans, on est vétéran. On ne peut pas jouer une compétition normalement. Les cas rares qui ont fait ça, peut-être au Cameroun, Roger Mila, c'est le chef de l'État qui a souhaité. Patrick Mboma, c'est le chef de l'État qui a souhaité. Avec les performances qu'on leur connaît. C'est non que personne d'autre. Donc pour ceux qu'on est allé voir, je ne sais pas s'ils sont vraiment performants. Leurs clubs sont au bas des championnats, en Turquie, un peu partout. Donc, en vérité, c'est une simple diversion. Et comme je suis assis à côté de celui qui a écrit « Programmé pour échouer », je veux dire que le comité de normalisation est programmé pour gâter, parce qu'ils veulent gâter l'équipe nationale. On verra bien le moment du bilan de ce comité de normalisation. Voilà donc pour les invités de ce dimanche. Exceptionnellement, Ghislain Pierre Essonno a commis une chronique ce jour en lieu et place de son sommaire habituel. Une chronique en l'honneur de la femme camerounaise dont on parlera en deuxième partie de cette émission. En guise de sommaire donc, voici la chronique de Ghislain Pierre Essonno. J'écris à nos mères, filles et épouses. Je leur écris pour dire merci. Merci de nous avoir donné la vie, dont certaines en mourant. Merci de positiver sur les caprices du monde et de ses occupants. Merci d'illuminer nos vies, nos cœurs et nos projets. Chères mères, filles et épouses, la vie en aval et en amont, c'est donc vous. Et c'est pour cela que vous êtes célébrés au plan institutionnel tous les ans, le 8 mars, avec, je le reconnais, des fortunes diverses. Avez-vous donc, femmes, qui avez l'amour des enfants, nés de vous ou pas, mariés ou non, entendons-nous sur votre triple statut. La vie, le foyer et le travail. Le premier étant celui de l'ombre, à savoir sauvegarder la famille face à la pédérastie et d'autres phénomènes occidentaux ainsi importés tels la poupée sexuelle. Au plan national, vous l'avez si bien compris qu'à ce jour, on dit le nombre de naissances en hausse et heureusement au Cameroun, plus de naissances de sexe féminin aujourd'hui qu'hier. Concrètement et politiquement, cela signifie que vous pouvez déterminer tous les choix politiques, que vous pouvez être utile plus que par le passé au plan de la revendication politique. À vous donc de mieux vous émanciper en acquérant plus de savoir, et le savoir procure le devoir et le pouvoir. Dans ce cas, vous avez à créer des équilibres de la terreur en prenant conscience de votre nombre et de vos qualités. Le 8 mars qu'on voit souvent n'est pas le seul bon. Il y a lieu de briser les barrières culturelles que certains hommes ont dressées par égoïsme. Des barrières que les institutions ont parfois épousées. Par des femmes Premier ministre, président de la Cour suprême, secrétaire général de la présidence de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale ou même à la place de Paul Biya au Palais de l'Unité. Un discours pour et contre les hommes au sein de la vie sociale. Et au-delà, puisqu'au commencement, ils ont décidé d'interpréter la Bible en disant que la femme la plus valeureuse fut Marie. Et qu'à l'inverse,
il y a eu la figure de prostituée. On ne dira pas que la Bible a diabolisé la femme, car même dans le camp d'à côté, le Coran, la femme n'est prise pas encore dans la mosquée centrale. Je vous dis merci à titre personnel parce que je suis une femme, Ghislaine Pierre-Issono, pour cette belle chronique d'hommage à la femme. Sur le plateau. Et la seule sur le plateau. Il vaut mieux parfois parler des femmes à l'ensemble des femmes. Parfois. Nous sommes déçus. Commençons par cette élection sénatoriale qui est donc lancée cette semaine avec la publication des listes de candidats. Je vais commencer par vous, Jean-Bruno Tanier. 9 partis politiques sont donc en compétition après la liste rendue publique par Elecam. 9 partis sur 21 environ partis qui ont des conseillers municipaux qui constituent, donc, on va le dire, le collège électoral. Premier commentaire. Oui, 9 partis politiques, c'est important quand même. C'est important, même si on ne pouvait pas s'attendre à ce que tous les partis politiques qui ont des conseillers municipaux fassent acte de candidature pour une élection très complexe, avec un corps électoral qui est connu. Chacun sait à peu près ce qu'il peut avoir dans cette élection-là. Et il faut également dire, à peu près, oui. Il faut dire également que parmi certains partis politiques qui ont des conseillers municipaux, il y en a qui ont toujours estimé que le Sénat n'avait pas sa raison d'être, que le Sénat n'apportait rien à l'architecture institutionnelle du Cameroun. Donc, c'est en toute logique qu'on peut penser que ces partis aient décidé de boycotter les élections sénatoriales. Et donc, il y a d'autres partis qui ne pouvaient rien espérer, parce que même constituer une liste, ce n'est pas une mince affaire. Quand on voit des grands partis comme le SDF qui n'ont pas réussi à constituer des listes pour les 10 régions, c'est pas évident constituer une liste. Et je vois Pierre Flambeau-Gaillard qui se moque un peu du SDF parce que effectivement l'UNDP a réussi quand même à faire un peu plus de listes que le SDF. Mais maintenant, les deux d'ailleurs, voilà, de ce côté on peut faire. Le RDPC a fait du 100%, mais maintenant faire oui, vous aussi, le RDPC, faire des listes, c'est une chose, mais après, est-ce qu'on peut gagner une élection avec un corps électoral qui vous est défavorable? Là est toute la question, et c'est un peu ça l'enjeu de cette élection. Effectivement, et c'est l'enjeu de nos échanges. Jean Tsumelou, 42 listes déposées, 5 listes rejetées et un désistement du SDF, dont notamment vous êtes constitué dans 5 régions du Cameroun. Pour quelle raison est-ce que vous n'avez pas pu faire les listes dans les 10 régions? Merci beaucoup. Le désistement dans le centre, c'est la réelle politique. Parce que le SDF ne veut pas faire de l'aventure politique. Et nous pouvons expliquer pourquoi nous sommes présents dans 5 régions. Parce que lorsque nous regardons les statistiques, le SDF, avec des sénateurs dans la Damawa et à l'ouest, et actuellement, le SDF a des conseillers municipaux dans le littoral. Nous avons des conseillers municipaux dans le nord-ouest et au sud-ouest. Vous n'en avez pas dans le centre? Nous n'avons pas un seul conseiller municipal dans le centre. Donc nous avons fait la réelle politique. Nous ne voulons pas aller parce qu'il faut aller. Et l'opportunité même de cette élection, j'aimerais même savoir pourquoi même la convocation du corps électoral avec un certain nombre d'électeurs qui manquent. Parce que lorsque nous regardons le code électoral à son article 222, le code électoral, c'est les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Et nous ne sommes plus dans la mise en place du Sénat pour regarder l'article 242, pour utiliser rien que les conseillers municipaux. Donc normalement, je crois que c'est des calculs. C'est une violation de la loi? C'est une violation de la loi, et comme nous sommes en politique, je crois que le RDPC a utilisé ces calculs pour voir qu'actuellement il peut déjà gagner, mais entre guillemets parce que la campagne va se battre sur le terrain. C'est bien compris. On arrive à la question de... Le SDF aura le moment venu
donner sa position par rapport à ça. C'est bien compris. L'ANDP a investi combien de listes, Abdoulaye Ado? 4 listes. 4 listes dans le sud, le sud-ouest, le littoral et l'extrême nord. C'est aussi la réelle politique de ne pas être étendue sur tout le territoire? D'abord, il y a ça, mais également, vous savez qu'il faudrait présenter des candidats valables. Et à l'ANDP, on ne peut pas faire l'aventure. On connaît nos forces et on va avec nos forces. Maintenant, depuis le 4 novembre 2017, il y a une résolution de notre convention nationale qui indique que l'ANDP participera à toutes les élections, donc même la présidentielle. À ce moment-là, on verra si on peut présenter un candidat, on le fera. Si on ne peut pas, on va choisir un meilleur candidat qui a un programme qu'on pourra soutenir. Juste rappeler que l'ANDP fait partie de ce qu'on appelle au Cameroun la majorité présidentielle. Présidentielle, effectivement. Et le président de la République a refait confiance au président national de l'ANDP. Il a été reconfirmé comme ministre. Après le gouvernement du 2 mars dernier. Après le dernier gouvernement. Donc je crois que nous allons, à ces élections-là, nous nous sommes préparés et nous pensons pouvoir remporter des sénateurs élus. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Voilà. Docteur Pierre Famlungaya, il semble dire que investit 10 listes dans 10 régions alors que pour vous c'était un défi de présenter les 10 listes dans les 10 régions. Permettez-moi d'abord de dire que il faut éclairer les téléspectateurs sur certaines questions qui font l'objet de discussions mais qui ne sont pas suffisamment précisées. Il y a le débat juridique sur l'opportunité d'organiser des élections sénatoriales avec l'ensemble du corps électoral prévu par la Constitution, oui. Les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Mais il faut rappeler que si nous tous, acteurs politiques, nous avons accepté d'aller aux élections sous la bannière de cette Constitution, il faut rappeler que cette Constitution ne dit pas simplement que le Sénat est élu par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. La même Constitution dit dans une disposition issue de la modification de 2008, qui a dans la même valeur que la première disposition, que au cas où le Sénat est mis en place avant les conseils régionaux, le corps électoral des sénateurs est constitué uniquement des conseillers municipaux. Donc sur le plan juridique, il ne faut pas discuter. Maintenant, sur le plan politique, et là, l'UNDP discute bien de cela, il n'est pas normal que, plus de 20 ans après la mise en place de cette Constitution, que les conseils régionaux ne soient pas encore mis en place. Et vous savez que l'une des discussions liées à la crise anglophone tient en particulier de ce que les conseils régionaux ne sont pas encore mis en place. Qu'est-ce qui bloque? Il semble qu'il y a une volonté politique maintenant qui se met doucement en place pour qu'on y arrive, mais on pensait que l'une des mesures phares initiales de ce début d'année aurait été de mettre en place les conseillers régionaux, les conseils régionaux. Mais on se rend bien compte qu'on va à l'élection des sénateurs sans toujours avoir mis en place les conseils régionaux. Donc il y a cette double dimension juridique qui est régulière, mais l'élection politique qui va au-delà de mettre en place des conseils régionaux, mais qui peuvent résoudre d'autres questions politiques majeures. Maintenant, pourquoi l'UNDP est présente dans les 10 régions, avec 10 listes qui ont été acceptées par le Conseil électoral d'Elections Cameroun? Parce que d'abord, l'UNDP souhaite rappeler à tous que nous avons une assise nationale. On ne peut pas avoir une assise nationale et ne pas être présent partout lorsqu'il y a une élection. On va parler tout à l'heure de la valeur de ces listes-là, ou la valeur de l'attractivité des listes par rapport au corps électoral qui est sélectif. Mais la première raison, c'est qu'il faut indiquer à l'opinion publique que l'UNDP est un parti d'envergure nationale. Merci. Alors, Grégoire Ouna, le RDPC a donc finalement investi ces 10 listes, contrairement à 2013 où vous étiez, 2 de vos listes avaient été rejetées par Elecam. C'est dire que vous avez pris plus de soin cette année que les années précédentes à organiser en interne ces élections?
D'abord, je vous remercie pour votre question. Nous avons toujours pris beaucoup de soin pour préparer nos listes et ça a encore été le cas cette année. Nous nous réjouissons que les 10 listes pour l'instant soient passées, mais nous n'allons pas encore triompher parce que vous savez, toutes les étapes pour aller aux élections, il y en a qui sont en cours. Il y a tout le contentieux préélectoral qui ne fait que démarrer puisque les requêtes ont été déposées jusqu'à, je crois, avant-hier à minuit. Donc, laissons voir, mais nous avons eu des dossiers partout. Nous sommes partout. Mais il est important d'insister sur le fait qu'au plan légal, ces élections doivent avoir lieu. Et je crois qu'au lieu qu'on vienne de nous rabâcher qu'il y a illégalité, comme le fait le SDF, je me réjouis de l'explication que vient de donner monsieur le sénateur Pierre Flambon-Gayap ici. C'est tout à fait dans la légalité républicaine. Mais il faut préciser qu'il y a un coup d'accélérateur que le président de la République donne pour montrer qu'il y a une volonté d'avancer. D'abord, vous avez vu la restructuration gouvernementale qui vient d'être faite, ou un ministère. Parce qu'on ne peut pas dire que le président Biya a promis ou n'a pas promis, n'a pas fait, va faire. On a dit les élections, les structures vont être mises en place progressivement. Il y a des législations à mettre en place, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Il y a un ministère. La décentralisation et du développement local. La décentralisation qui vient d'être mise en place. Oui. Probablement, on a vu les limites du ministère chargé de l'AT et de la décentralisation. On a certainement vu les limites et pour faire accélérer les choses, ces ministères viennent d'être mis en place, qui est dirigé donc de main de maître par quelqu'un d'assez expérimenté. Les choses vont certainement aller mieux et plus vite parce qu'il y a quand même une série de lois qui doivent être mises en place pour que vraiment le système avance. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien voir qu'on avance. D'accord. Et si nous... Monsieur Jean Benoît-Tagne demande la parole avec insistance. Oui, juste pour dire un mot quand même sur cette question de la décentralisation. Je n'ai pas le même enthousiasme que le ministre Grégoire Ona quant à la volonté, dit-il, du gouvernement de faire accélérer le processus de décentralisation. Parce que mettre en place un ministère chargé de la décentralisation et du développement local, c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment insuffisant parce que là encore, on a l'impression que le gouvernement estime que la décentralisation c'est une question administrative où le politique décide de ci ou de ça, alors que nous parlons de la gestion des affaires locales, pas des gens qui ont été choisis au niveau de la base pour mieux déterminer ce qui relève des affaires locales. Donc, pour marquer un véritable coup de fouet dans la mise en place de la décentralisation, il faut que les conseils régionaux soient mis en place. Ce n'est que de cette manière-là que les populations peuvent se sentir directement interpellées par les problèmes qui se posent dans leur localité. Et le sénateur Pierre Flambon-Gayap l'a relevé tout à l'heure, ce qui me semble très très important, c'est que on aurait pu, au regard de la situation politique actuelle avec la crise anglophone et tout ce qu'on sait, penser que l'urgence c'était la mise en place des conseils régionaux pour rendre effective la décentralisation. Or, la décentralisation, c'est la notion d'affaires locales. Or, le gouvernement veut... Monsieur le ministre, tout cela semble dépendre de votre président. Je serais vraiment très heureux sur ce plateau si on ne m'interrompait pas quand je veux développer une idée. Et ce n'est pas une affaire d'enthousiasme. Oui. Moi, je ne suis pas enthousiaste. Le président de la République, qui est le président national de mon parti, a défini une politique. Je vais travailler pour cette politique et on est en voie pour que cette politique marche. Il a mis en place un ministère qui va travailler parce qu'il ne s'agit pas de faire un signe pour que les élections régionales aient lieu. Mais ça fait 20 ans, monsieur le ministre. Mais ça aurait pu faire 40 ans, ça aurait aussi pu faire 2 ans et ça se serait mal passé. Mais l'État ne va pas rester figé dans l'attente d'un calendrier qu'on ne connaît pas. On ne vous a pas dit que l'État est figé. La preuve, c'est qu'il bouge.
l'État bouge. Et vous avez là vous-même cité les preuves que l'État bouge. Ce ministère, il faut préparer toute une législation qui va être mise en place. On ne va pas aux élections sans les règles des élections. Combien de conseillers aujourd'hui faut voter pour la région X? Vous savez tout ça? Comment ils vont être? Il faut des règles. Nous ne pouvons pas faire de la politique dans le désordre. Et ce ministère a pour mission de travailler là-dessus. Donc, ce n'est pas une question d'enthousiasme. J'ai la passion de voir avancer les choses. Et je crois que tous les Camerounais veulent que les choses avancent. Le président Biya lui-même en tête. Mais vous n'allez pas faire ça sans les hommes. Je vous redis, ma propre conviction, c'est que pour faire la démocratie, il faut des démocrates. J'ai envie de vous demander, est-ce que nous sommes souvent tous démocrates dans tout ce que vous dites, en commençant à la lecture de votre livre Programmé pour échouer, réanalyser les personnages en cours, sont-ils démocrates? On fait une démocratie avec les démocrates. Et merci, on n'est pas très démocrate souvent. Merci, mais je ne vais pas inscrire cette malheureusement ou heureusement, le président Biya est un démocrate avéré. Il nous conduit pas à pas. Parce qu'il faut qu'on accepte la décentralisation. Vous avez des têtes camerounais qui mettent les freins parce qu'ils ne veulent pas qu'on avance vers la décentralisation. Mais qu'on le veuille ou pas, on est sur le chemin et ça sera grâce à la politique du président Biya et à l'appui que le RDPC je la lui donne. Allez-y, M. Toumouni. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous sommes démocrates. Je ne veux pas couper le ministre. Et je veux relever que la seule formation politique démocrate, c'est l'OSIF. Nous venons de tenir notre 9e congrès, dont vous avez participé, et que l'OSIF a choisi son candidat. Je pense que la seule formation démocrate, lorsqu'on peut parler de démocratie, c'est notre parti. Et lorsqu'on parle de la décentralisation, nous pouvons aujourd'hui reconnaître l'échec de cette décentralisation. Elle n'a pas lieu encore. Excusez, je vous en prie, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, pardon, je vous en prie. Retournons dans les listes électorales, si vous voulez bien, monsieur le sénateur. Est clair. C'est le seul fédéralisme. Monsieur le sénateur, je vous en prie. Retournons sur la liste des candidatures, si vous le voulez bien. Abdoulaye Ado, on note qu'il y a des grands absents au regard de la liste qui a été rendue publique. Je n'ai pas vu le nom de Nidjon Frundi, par exemple, qui était candidat déjà en 2013. Je n'ai pas vu Simon Achidi Achou et quelques autres chefs traditionnels qui étaient déjà des sénateurs nommés. Encore que dans votre parti, votre sénateur nommé n'est pas en course. Est-ce dire que vous attendez que le président la nomme une fois de plus après l'élection? Dans tous les cas, on ne peut pas cracher sur un sénateur nommé. Nous, on va d'abord en compétition sur les 70 qui sont à prendre. Maintenant, sur les 30, le président de la République qui s'appuie sur ses pouvoirs constitutionnels et sur ses pouvoirs que la loi lui donne en cette matière-là, pourra, parce que c'est discrétionnaire, essayer de nommer. Et sûrement, l'ANDP ne refusera pas un sénateur nommé en plus des élus qu'on aura. Donc ça, c'est clair. Maintenant, sur la confection des listes, il faut dire quand même que nos 4 listes qu'on a eu à présenter, toutes ont été validées. Ça, c'est d'abord la première victoire parce que ce n'est pas toujours donné de savoir composer une liste. Parce qu'il y a des pièces que les gens confondent. On parle d'extrait d'acte de naissance. Les gens présentent la copie ou la photocopie d'acte de naissance. Quand ça arrive là-bas, on va rejeter. Les dossiers sont rejetés. Voilà. Donc, il faut savoir confectionner une liste. Également, ça prouve que nous sommes crédibles par rapport à la fiscalité. Si vous avez également des problèmes avec le fisc, c'est sûr que vous ne pouvez pas participer. Mais mieux, nous avons versé les cautions. Ça veut dire que sur le plan du code électoral camerounais et de la loi camerounaise, on peut dire que l'ANDP est déjà à 100% de victoire. Merci. À cette étape. Docteur Pierre Flambon Gaya, vous n'êtes pas candidat?
Je ne suis pas candidat. Vous êtes sénateur nommé sortant. Ça vous étonne? Un peu, oui. Peut-être vous aurez porté une liste de l'UNDP au regard du bilan dont on parlera à la fin de cette élection, de cette émission, pardon. C'est un point de vue que peut-être vous ne partagez pas au sein de l'UNDP. Quand vous regardez les listes de l'UNDP dans les 10 régions, et tout à l'heure j'ai rappelé quel était le fondement de ce choix d'être présent dans les 10 régions, vous vous rendrez compte que tous nos candidats sont des personnes de grande qualité, aussi bien dans leur activité professionnelle quotidienne que dans leur impact dans la société. Et nous avons suffisamment de cadres dans le parti pour ne pas bloquer les positions pour les jeunes générations qui veulent monter. Lorsque vous ferez une analyse sociologique précise des listes de l'UNDP, vous vous rendrez compte, on parlera des femmes tout à l'heure, mais que beaucoup de nos candidats sont dans la tranche minimale prévue par la loi, 40 ans, mais beaucoup sont en moins de 45 ans. Donc nous avons souhaité promouvoir la jeunesse, et ce n'est pas une jeunesse de figuration, ce sont des jeunes bien formés, qui ont une activité professionnelle respectable. Nous avons souhaité promouvoir cela. Et pour ce qui me concerne, puisque vous parlez de moi, vous savez que moi, je ne demande rien. Je travaille pour le Cameroun là où je pense être utile. J'ai pensé qu'il était important, dans cette phase, d'encourager les autres militants de notre parti à constituer leur liste. J'ai été au centre du contrôle de la préparation de nos listes et je me réjouis que nos 10 listes aient été acceptées pour les 10 régions. Donc chacun a un travail à faire et j'ai fait le mien. Grégoire Ona, pareil, au sein du RDPC, le président et le vice-président du Sénat, je n'ai pas vu leur nom sur la liste de candidature. Oui, je me suis trompé. En fait, votre question, c'est de dire pourquoi les sénateurs nommés ne sont pas candidats. Par exemple. C'est ce que vous avez voulu demander à monsieur le sénateur. Merci de reformuler. Oui, je reformule pour que ce soit clair pour tout le monde. Je pense que d'abord, tous ces sénateurs nommés sont des gens de très grande qualité et leur séjour au Sénat l'a montré. J'ai pratiqué un peu le Sénat pendant les 5 ans. Et je me réjouis de voir qu'ils ont fait un travail remarquable et même remarqué. Évidemment, il y a quelques aveugles qui ne veulent pas voir et il n'y a pas meilleur aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, moi, je ne vais pas faire le procès que vous voulez, pourquoi ceux qui ont été nommés. Je crois que c'est une question de logique simple, ce qui n'est même pas une logique politique particulière. Le président de la République, dont les pouvoirs constitutionnels autorisent à nommer 30 sénateurs, à nommer ces 30 personnalités. Et je crois qu'ils ne vont pas être les premiers à se précipiter pour aller se présenter aux élections. Si le président leur redonne sa confiance, il va les renommer. S'il ne leur fait pas confiance, il ne va pas les renommer. Et ce n'est pas sûr que s'ils s'étaient présentés aux élections, il les aurait eus, parce qu'il y aurait eu certainement cette confiance que le président ne leur ferait pas, que les électeurs auraient vu. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on leur crée un problème ou qu'on leur fasse un procès qui n'existe pas. Nous on a eu des listes partout, comme vous avez dû le remarquer, et nous nous en réjouissons, et c'est, pour reprendre un terme utilisé par le sénateur Gayap, c'est des personnes qui ont fait de leurs preuves dans d'autres activités. Nous avons été confrontés à un réel problème, c'est qu'une volonté politique qui s'exprime depuis maintenant une vingtaine d'années, et le président Biya a pris position de promouvoir les femmes. Et il est passé par des dosages. On a commencé par une volonté qu'il a exprimée. Il a dit « Je veux une femme au moins dans tous les exécutifs municipaux. » Si vous voulez bien, on en vient tout à l'heure sur la question des femmes. J'ai peur que vous ne reveniez pas là-dessus. On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. C'est un point auquel je tiens personnellement. Jean-Benoît, avant d'arriver à vous, je voulais qu'on termine avec le SDF. Oui. Je l'ai noté tout à l'heure en entame de cette partie. Sénateur Jean Tchoumelou, Froundi n'est plus en lice. Et vous avez aussi revu vos listes en fonction des résultats que vous aviez en 2013 ? Merci, Froundi n'est pas en liste. Également, Froundi n'est pas candidat à l'élection présidentielle. C'est connu. Je crois que c'est un démocrate. Froundi, en ce qui concerne les élections au niveau national, a pris sa retraite. D'accord. Et je crois que nous devons le féliciter.
et demander aux autres de prendre vraiment cet exemple. Comme qui par exemple? Comment vous voulez que c'est moi Comme qui si- sache. Mais vous me regardez, monsieur le ministre, et je n'ose pas dire que... Comme qui c'est- Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Posez la question. À qui de droit? C'est-à-dire, Fundi a pris sa retraite. Vous êtes... Et en ce qui je concerne- regrette, il n'a pas pris du tout Ah, alors c'est sa bon. retraite. Prenez aussi le vôtre même à 50%. C'est le souhait des Camerounais. Oui. En ce qui concerne l'UNDP, qui vient de parler de l'assise nationale, lorsque je regarde les statistiques, l'UNDP n'a pas un seul conseiller dans 6 régions. Et lorsqu'on parle des sénateurs nommés, le ministre vient tout à l'heure de relever que les sénateurs nommés ont fait un travail remarquable au niveau du Sénat. Je regrette Ça ne veut pas dire que les autres n'ont rien fait. Hein. que la crise anglophone, que le SDF a demandé l'inscription à l'ordre du jour, a été bloquée par un sénateur élu présent sur ce plateau, qui nous a servi une lettre ouverte, nommé, qui nous a servi une lettre ouverte au mois de novembre pour bloquer la procédure d'inscription du crise problème de la anglophone crise anglophone à l'ordre du jour du débat. du Sénat. D'accord. Mais Vous nous je posez pense- des vous interpellez, il faut je répondre. pense- Oui, bien sûr, bien sûr. bien Je sûr. pense, puisque vous vous adressez Excusez-moi, comme à moi, peut-être Monsieur que je Renard, j'aimerais vais réagir. Pardon, je voudrais Non, que laissez-moi le d'abord finir. sénateur Ngayab réagisse Ok, qui avant termine, vous. je vais Allez-y, réagir. terminez. Donc, je crois que au niveau du Sénat, le groupe parlementaire du SDF a fait un travail remarquable. Et à toutes les élections du bureau du Sénat, nous avons toujours retrouvé que le SDF a toujours voté les 14 abstentions. Cela veut dire que l'UNDP et les autres sont toujours restés dans la majorité présidentielle. Peut-être qu'ils trouvent aujourd'hui que cela les a tellement embêtés et qu'ils trouvent d'avoir leur 100%. Je crois que le peuple camerounais doit en tirer les conséquences avec les prochaines échéances. Merci. Sénateur Ngayab, vous avez empêché l'inscription à l'ordre du jour de la question anglophone au Sénat. Ben, je suis intéressé par cette position du sénateur Tchomouloum, président du groupe SDF au Sénat, qui déclare sur ce plateau de télévision que le sénateur Ngayab a bloqué l'inscription d'un point à l'ordre du jour du Sénat. Moi, je voudrais m'en féliciter plutôt, parce que si un seul sénateur peut bloquer la décision de 100 sénateurs, 99. 99, oui. oui, ben, de l'ensemble de la Chambre, Oui. c'est qu'il a une certaine consistance dans les arguments qu'il a pu produire. Ça ne peut être que comme ça. Avec 14 autres sénateurs du SDF, il faut le préciser. Bien entendu, mais je voudrais dire que si ma seule position, comme il a rappelé, effectivement, j'ai présenté une motion de contestation de la procédure du SDF. Si c'est de la procédure, hein, pas du fond, dans ma motion, j'ai bien expliqué que sur le fond, je partageais le fond. Mais tout le monde sait qu'en droit, c'est d'abord la forme avant d'accéder au fond. Si la forme n'est pas bonne, vous ne pouvez pas entrer au fond. C'est un principe simple, connu de tous ceux qui pratiquent le droit, et le Sénat, c'est une chambre où on pratique d'abord le droit. Si la position du sénateur Ngayab a pu emporter l'adhésion de l'ensemble de la Chambre, ben, il faut plutôt s'en féliciter. Je ne pense pas que j'ai endormi que 90 sénateurs. Merci, c'est donc compris. je pense que Monsieur faut Renard, s'arrêter vous là. réagissez aussi, et vous La avez forme répondu tout à l'heure. était pas conforme Et on à va la pas loi. On cristalliser ne le pouvait pas débat aller plus autour de loin. cette question, C'était je même vous pas en le prie. sujet, mais comme il a évoqué. Oui, bien sûr, juste en Je passant. voudrais vraiment me permettre, sans avoir été sénateur, mais parce que j'ai eu à ce moment-là justement assuré l'intérim du ministre chargé des relations avec les assemblées, donc j'étais au front avec les sénateurs et les députés, confirmer que la motion présentée par le sénateur Ngayab mettait en cause la forme. Et avant même cette lettre, j'avais déjà discuté avec plusieurs députés du SDF, avec plusieurs sénateurs du SDF pour leur rappeler qu'ils doivent respecter les procédures. Et j'ai eu comme l'impression, là je peux le dire aujourd'hui, c'est passé, j'ai eu l'impression que le SDF faisait un effort particulier pour ne pas respecter les procédures et donner l'impression
qu'on rejetait. Vous avez soulevé un mauvais lien. Merci, on termine là-dessus. J'ai l'impression que ça m'a laissé. Qui ne voulait pas respecter du tout la procédure. Vos impressions avec nous. On termine là-dessus. Il faisait exprès de ne pas respecter la Vous n'êtes pas procédure. sans ignorer, vous n'êtes pas sans ignorer que le secrétaire général de l'UNDP, le sénateur Ngaya, n'aime pas les élections. Il n'aime pas les élections du tout, à tout prix. Il aime les décrets. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas candidat, il attend le décret. Il vient de parler de notre motion pour l'inscription à l'ordre du jour qui ne respectait pas les points du droit. De votre proposition de résolution, ce n'était pas une motion. Et ce que je veux dire, ça ne respectait pas. Pourquoi lui, conscient de la situation que vivent nos compatriotes dans les deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest, qu'est-ce qu'il a pu faire politiquement? Rien. Il a souhaité que vous respectiez la procédure. Il a souhaité que vous respectiez la procédure pour qu'on arrive donc à bloquer. Je vous donne la parole sur cette question. Je vais revenir sur c'est Grégoire Ona qui parlait tout à l'heure de la démocratie. Et justement, la démocratie et par ricochet la politique, c'est parfois des symboles. Et j'avoue que je suis un peu gêné que le Sénat au Cameroun soit dirigé par un sénateur nommé. Je pense que pour le symbole, on aurait pu confier cette chambre à un sénateur qui est élu pour lui donner un peu plus de légitimité. Mais visiblement, c'est fait à dessein pour essayer de contrôler cette chambre. Et je pense que d'un point de vue symbolique, il eût été important qu'on nommât à la tête du... Enfin, que le président du Sénat fut un sénateur je voudrais contester cette analyse en un mot, vraiment. Oui, allez-y. En un mot. Je pense qu'il faut comprendre que si la procédure d'accès au Sénat comprend deux sentiers, deux voies, la voie élective et la voie de nomination... Je parle de symbole. Hein. Une fois les 70 sénateurs élus et les 30 sénateurs nommés réunis ont tous la même valeur politique et symbolique et juridique. Donc on ne peut plus, une fois qu'on a réuni les 100, recommencer à les distinguer que dedans il y en a 70 qui sont élus, 30 nommés. Sur le plan du droit, ça ne se fait pas. Sur le plan politique, ça ne se fait pas. Mais parce que quand quelqu'un intervient au Sénat, il n'intervient pas en tant que sénateur élu ou nommé. Quand il prend sa position publique, il ne la prend pas en tant que sénateur élu ou nommé. Sur le plan symbolique, on peut en parler, mais je vous signale sur ce symbolisme-là que parmi les 17 membres du bureau du Sénat, près de la moitié est issu du volet des sénateurs nommés. Ce qui veut dire que même dans le bureau, le rapport de 30-70 est passé de 50 à 50. C'est-à-dire qu'il y a une certaine analyse politique qu'il faut faire, et moi je voudrais la faire pour provoquer un peu, pour dire que finalement, le bureau qui est l'élite du Sénat, par définition, c'est elle qui dirige le Sénat, est composé davantage de sénateurs nommés que de sénateurs élus. Il faut demander pourquoi. Il faut demander pourquoi. Ce n'est pas le président du RDPC qui a choisi les 17 sénateurs du bureau. C'est le président de la République. Non. Ce sont les sénateurs qui les élisent. Les sénateurs. Mais parmi les personnes qui sont nommées par le président de la République. Ce sont les sénateurs dont les 70% sont élus, dont ils sont majoritaires. Donc, eux-mêmes viennent en élisant le bureau. Il y aurait dû avoir un clivage nommé et élu qui puisse se faire. Ce qui veut dire que les 100 sénateurs ont, en constituant leur bureau, décidé que ceux qui viennent du volant des sénateurs nommés ont une compétence supérieure pour diriger le Sénat. C'est statistique. Mais c'est statistique. S'il n'y en a que 30 qui sont nommés et dans le bureau il y en a 50%, de faire le décret.
Mais il aurait fallu avoir 30% du bureau qui Il devrait. Mais c'est les sénateurs qui ont décidé dans leur élection. C'est bien compris. Pour moi, c'est une question de compétence et de confiance. Donc tous Bien entendu. ont la capacité d'apporter quelque chose pour notre Parlement. D'accord. Donc, mais également, peut-être sans forcément titiller le SDF, il a dit que M. Froundi a fait sa retraite électorale. Donc ça veut dire que maintenant, il peut être nommé par le chef de l'État, qui également peut, c'est pas interdit de nommer M. Froundi comme sénateur. Et il peut On aussi ne sait refuser. pas. hein. Il peut refuser. Dans tous les cas, oui. Les deux possibilités sont là. Et là, on verra s'il pourra refuser au cas où on À lui cette fait question, je peux confiance. demander aux représentants du RDPC de répondre. Peut-être c'est pas l'ordre du jour. Quelle question? J'aurais pu nous faire patience, s'il vous Il n'y a plaît. pas de question. C'est le président de la République. Merci, messieurs. Je suggère que nous avancions dans la composante sociologique et genre de ces listes électorales. Commençons par vous, Dr Pierre Flambeau-Gayab. Le littoral est dans la région où il y a le plus grand nombre de listes en compétition, 6. Et on note aussi, vous l'avez relevé tout à l'heure, une relative jeunesse dans les équipes, mais aussi un quota de femmes qui semble, on va le dire, invariablement respecté. Est-ce que vous avez tenu compte, lorsque vous organisez les listes, de la composante sociologique et du genre dans l'élaboration de vos listes? Je commence par un rappel de droit. Le code électoral précise que toute liste doit comporter la composante genre. Oui. À défaut de quoi elle sera rejetée. J'ai regretté que cette disposition, qui concerne tous les scrutins législatifs, municipaux, sénatoriaux, ne soit pas assez claire, parce qu'il a suffi dans le passé qu'une liste comporte une seule femme pour qu'elle soit acceptée. J'ai dans mon dernier ouvrage Droit parlementaire au Cameroun suggéré que la jurisprudence du Conseil constitutionnel soit précisée, parce que c'est elle qui précise ce que la loi dit de manière imparfaite, indique, sans que ce soit un quota précis, mais que si la représentation de genre n'est pas suffisante, que la liste puisse être rejetée. J'ai proposé qu'il y ait au moins 2 femmes parmi les 7 titulaires et au moins 2 femmes parmi les 7 suppléants. Cette idée a prospéré et le bureau politique de l'UNDP, qui a statué pour investir nos listes, a retenu cela, et nos listes aujourd'hui comportent environ 5 femmes titulaires et suppléants confondus sur les 14 candidats, ce qui fait sur les 10 listes 50 femmes environ. Sur 140 candidats, chacun fait l'arithmétique, nos listes représentent au bas mot 35% de composantes femmes. Je ne sais pas qui dit mieux dans cette proportion-là. Donc les listes de l'UNDP représentent en moyenne 35% de femmes sur ces listes. D'accord. Donc, voilà. Restons sur les femmes. Grégoire Ona, vous faites pareil ou mieux? Je me réjouis que le RDPC fasse mieux et je voudrais tout simplement si vous faites rappeler. Oui, j'ai dit que nous faisons mieux, mais je voudrais dire en quoi nous faisons mieux, parce qu'il faut quand même pas, faut pas souvent oublier l'histoire, c'est important. Tout cela est né d'une volonté du président Biya dans son parti avec des municipales, parce qu'il faut commencer à la base. Les femmes ne vont pas sortir d'une génération spontanée, tout comme les hommes ne sont pas sortis d'une génération spontanée de politiciens. Le président national du RDPC, lors des dernières municipales, a décidé que dans chaque exécutif municipal, c'est-à-dire sur 3 maires, il faut qu'il y ait au moins une femme. Au moins une femme. Donc, on a eu 8% de femmes à la fin. Hein? Non, non, dans tous les exécutifs, il fallait au moins une femme, c'est-à-dire maire et adjoint maire. Donc, au moins dans chaque exécutif, qu'il y ait au moins 33% de femmes. Ensuite, en ce qui concerne particulièrement les législatives. Il y a des exécutifs qui ont 4-5 membres. Oui,
mais je prends le plus petit, et ça monte au plus grand. Et en ce qui concerne les sénateurs, nous sommes montés d'un cran, ce qui nous a causé quand même quelques difficultés, parce que nous nous sommes retrouvés dans les listes où il y avait 7 sénateurs avec une seule femme et qui auraient voulu reconduire leur liste, mais le président a réaffirmé sa volonté de voir un nombre de femmes important. On s'est donc retrouvé avec des listes où nous avons 2 femmes et dans au moins 4 circonscriptions, c'est-à-dire donc dans 40% des circonscriptions, nous avons des listes qui ont 3 femmes. Le SDF? C'est pour ça que j'ai dit 3 femmes sur 7, c'est quand même mieux que 35%. Le SDF? Donc mieux que tout le monde. Merci, monsieur le ministre. Le SDF, allez-y. Je crois que ce n'est pas mieux que tout le monde parce que le SDF fait toujours mieux que tout le monde parce que nous venons de tenir notre congrès. On a fait mieux que tout le monde. Alors sur les listes, sortez-nous vos chiffres. Je crois. Le SDF est la seule formation. formation. Tout à l'heure, vous dites qu'il fait mieux que tout le monde. Vous êtes heureux, ne vous laissez pas déstabiliser. Allez-y. C'est pas ça qui va vous déstabiliser, mais c'est que vous ne savez pas ça qui va vous déstabiliser. Je sais que la majorité présidentielle est là pour me déstabiliser, mais ils ne trouveront pas l'occasion. Allez-y donc, sortez-nous vos chiffres. Le SDF est la seule formation politique qui fait mieux que tout le monde. Nous avons tenu notre congrès. C'est bien compris. Et nous avons investi plus de femmes, même en commençant par notre comité exécutif national. Il y a beaucoup de femmes qui sont entrées. Et dans nos listes, allez vérifier, nous avons encore fait plus mieux. Qu'en 2013, nous avons mis encore plus de femmes. Et je peux aujourd'hui vous dire que la tête de liste de la région du Nord-Ouest, c'est une dame. C'est une dame qui conduit la liste des sénateurs du SDF dans la région du Nord-Ouest. C'est pareil en face aussi, c'est pareil dans le RDPC. Donc nous faisons plus mieux que les autres. Allez aussi faire votre congrès. C'est pareil dans le RDPC. Organisez aussi le congrès. Merci. Choisissez votre candidat pour l'ANDP. En matière de tête de liste, vraiment. On en dit aux têtes de liste tout à l'heure. Allez-y. La preuve la plus éclatante, c'est que nos listes ont été validées. Ça veut dire qu'on a été conforme à la loi. D'accord. Et la loi prévoit un minimum légal. Et je crois que du côté de l'ANDP, on a cherché également à faire la promotion des jeunes de 40 ans aussi. D'accord. Parce que vous savez que c'est ça l'âge minimal pour être sénateur. Donc on a essayé d'équilibrer nos listes avec des adultes, des femmes et des jeunes de 40 ans. Merci. Jean-Bruno Tanier, je peux me tromper, mais les listes du RDPC, 2 listes seulement au RDPC sont conduites par les femmes. C'est-à-dire les têtes de liste sont des femmes. Pourtant, on sait bien que dans le classement, dans l'ordre de la liste, c'est important de savoir qui porte la liste. Est-ce qu'à ce niveau, on est toujours dans ce que le ministre on a présenté tout à l'heure, de ce que les femmes sont valorisées et sont mises au devant de la scène dans le RDPC? On en vient pour le cas des autres partis tout à l'heure. Sur la question du genre dans les listes électorales, à un moment donné, il faudrait qu'on aille au-delà de la simple, la simple propagande des partis qui consiste à dire nous on a tel nombre de femmes et tout, pour passer à quelque chose, pour passer à quelque chose de plus important. Vous allez voir, monsieur le sénateur, c'est-à-dire que il faut qu'on ait une véritable éducation des femmes à la politique. Parce que je me souviens le président de l'ADD Gaga Amanadi qui avait eu un mal fou à constituer ces listes parce qu'il avait du mal à trouver des femmes qui viennent entrer dans les listes. À ce moment-là, je pense qu'on risque de se retrouver dans une situation où on contraint des femmes à être dans les listes. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on commence par une éducation politique. C'est valable pour les femmes, c'est valable également pour les jeunes. Beaucoup de partis politiques, il n'y a pas un seul parti politique qui n'aimerait pas avoir en son sein essentiellement des jeunes, surtout ceux de l'opposition. Il est plus facile de militer pour certains jeunes dans le RDPC, c'est plus avantageux que dans l'opposition. Donc c'est compliqué pour l'opposition de trouver des jeunes qui acceptent de militer et encore plus des femmes. Donc à ce niveau-là, il faut une véritable éducation politique chez les dames pour qu'elles comprennent les enjeux de leur présence dans ces listes électorales, parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'elles portent également leur combat dans ces différentes institutions, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale ou alors dans les mairies. Et la loi
devrait, le sénateur l'a dit, devrait être un peu plus précise sur le quota, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un quota. On parle juste de respecter la composante sociologique. C'est un peu vague, ça ne veut rien dire, respecter la composante. Dans le code électoral. Voilà, donc il faudrait qu'on soit un peu plus précis là-bas, et cela va obliger les partis politiques à faire un peu d'effort. Parce que d'un côté, il y en a qui se débrouillent à avoir une dame dans une liste, voire 2 ou 3, comme le RDPC, on a fait le minimum. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même des quotas qui soient contraignants et que cela soit accompagné d'une éducation politique au sein des partis politiques. Ouais. Alors, messieurs, je vais vous emmener tout de suite sur le corps électoral en lui-même. Je me suis laissé dire, Grégoire Ouna, que des candidats ont du mal à faire campagne parce que la plupart des conseillers municipaux des régions vivent par exemple à Douala et à Yaoundé. Du coup, comment vous organisez le déploiement de vos listes sur le terrain? Mais je ne comprends pas votre affaire, parce que l'endroit le plus facile, si les conseillers étaient en ville, c'est l'endroit le plus facile où on peut les rencontrer. Mais ils sont élus dans une localité qui a 500 km de Yaoundé. C'est tout un autre problème. C'est ce problème que je pose, je vous justement. dis, le RDPC, je vous dis ce que nous faisons au RDPC. Oui. Nous avons organisé notre campagne de telle sorte que les candidats soient rencontrés dans leur municipalité. Donc, pour nous, ça ne nous pose aucun problème. Comme la campagne lancée hier, la complexité tous les conseillers sont rentrés à domicile, monsieur. Je vous dis que les candidats, qu'ils soient nos candidats, vont rencontrer les conseils municipaux dans leur localité respective. C'est bien compris. Et même dans les communes où nous avons des minorités, nous allons rencontrer ces candidats. On ne rencontre pas seulement les élus RDPC des municipalités. Vous savez que dernièrement, nous avons réussi à nous faire élire maire à Santa à 100%, alors que nous ne contrôlons pas 100% de la municipalité. Donc d'autres élus qui ne sont pas du RDPC, à partir de la politique que le président Biya a élaborée, vont nous écouter, vont apprécier. Vous chassez sur les terres des autres. Merci. Nous ne chassons pas sur les terres des autres. Les terres appartiennent à tous les Camerounais. C'est bien compris. L'électorat est l'électorat des candidats. Vous avez ce problème dans la région de l'Ouest. Je voudrais compléter quand même une chose importante. Oui, 30 secondes. Parce qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que vient de dire M. Tani. Lorsque le RDPC met comme tête de liste dans le nord-ouest une femme, lorsque le RDPC met comme tête de liste une femme dans le littoral, ce n'est pas les zones où on met les femmes comme ça. Mais donc je voudrais vous dire que nous cherchons les femmes qui répondent à des critères et nous voulons que les femmes s'intègrent de plus en plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui font du bruit, beaucoup de femmes dans la politique, mais je voudrais leur dire que ce discours ne s'adresse pas au RDPC. Nous, on est déjà acquis à More Women in Politics et nous travaillons pour qu'il y ait plus de femmes en politique. Merci. Elles sont nos partenaires. Permettez qu'on évolue, monsieur le ministre. Monsieur Tumolu, vous avez la parole sur la question des conseils municipaux. Je crois que les populations des autres régions sont en train d'écouter le secrétaire général adjoint du comité central qui trouve que les régions du nord-ouest et du littoral sont plus importantes. Je crois que les femmes doivent vraiment prendre acte de ce que vient de dire le secrétaire général adjoint du comité central. Oui. En ce qui concerne la campagne électorale, je crois qu'après octobre, l'OSDIR doit refaire ces choses. Parce que quand je prends par exemple la région de l'Ouest, hier on a ouvert la campagne, nous sommes allés sur le terrain, on n'a pas trouvé un conseiller. Je prends par exemple le cas des Bamboutos, où je suis né. Le maire de Mboula, il est à Douala. Le maire de Bacham Kene, il vit à Bastos. Le maire de Galim, Saker, il est à Douala. C'est bon, le maire de Lévo, il est à Yaoundé. On arrête comme ça, monsieur le secrétaire. Kaji de Foto, il est à Douala. Allez-y dire ce que vous voulez dire, je vous en prie. Homme d'affaires. Je veux le retrouver dans les avions pour faire la campagne, monsieur le secrétaire général. Peut-être pour le cas précis, parce que... Quand on donnera la parole, je vais vous répondre. Cela veut dire que vous avez piégé ces élections.
Et je crois qu'après octobre, le SDF doit restructurer tout cela. Permettez que le RDPC réponde et vous aurez... Merci de nous projeter à octobre. Mais nous, on n'a même pas, on commence à peine la campagne de sénatoriale. Donc nous ne pouvons pas aller à celle d'octobre. Mais en octobre, nous allons vous répondre sur la campagne concernant la présidentielle d'octobre. Et pour celle-ci? Et je voudrais vous dire qu'on ne cherche pas son maire seulement le jour des élections. On cherche son maire durant tout le mandat. Comment vous allez mettre le maire à Douala alors que la loi demande qu'il doit résider? Laissez-moi vous répondre. Permettez qu'il réponde, je vous en prie. Les maires sont dans leur mairie le jour où c'est prévu de les rencontrer. Allez les rencontrer dans leur mairie. Ou alors, si vous ne les voyez que dans les avions, allez dans les avions. Moi, je peux pas vous dire. Moi, je ne peux pas. Si vous ne les voyez que dans les avions, moi, je ne les vois jamais dans les avions. Je les vois dans leur mairie. Sur le terrain. Sur le terrain. Monsieur Gaillard, une question sur la complexité de ce collège électoral. Et Jean Bounon, on dira un mot tout à l'heure. Avant de parler du corps électoral, je voudrais, puisque tout à l'heure, le représentant du RDPC a rappelé, a indiqué que sur les 10 listes du RDPC, 2 sont conduites par des femmes. Nous nous en réjouissons, mais nous voulons dire qu'à l'UNDP, sur nos 10 listes, 4 sont conduites par des femmes. Ils sont encore plus que moi. 4 sont conduites par des femmes. C'est très bien. C'est très bien. Je voudrais en profiter pour les saluer, les encourager. Nos listes de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Centre et du Sud sont conduites par des femmes, qui sont des femmes de grande valeur. Et vous savez bien que si le bureau politique met une femme à la tête d'une liste de 7 candidats, ce qu'elle méritait, à proportion égale, mieux que cette première place. Merci, mais il n'y a pas mieux. Merci. Sur la question du conseil, est-ce que vous avez des problèmes aussi pour rencontrer... À partir du moment où nous avons mis en place des listes dans les 10 régions, ce que nous pensons que nous avons quadrillé l'ensemble du territoire pour pouvoir identifier et rencontrer sur l'ensemble du territoire les conseillers là où ils se trouvent. S'il se trouve qu'un conseiller municipal de Bertois est provisoirement ou de manière permanente résident à Yaoundé, nos candidats de Yaoundé vont les rencontrer. C'est une campagne nationale. Et si moi je vais rencontrer un conseiller municipal de Bertois à Yaoundé, je lui sendrai le même message parce que nous avons une stratégie de communication unique pour l'ensemble du territoire avec des déclinaisons locales en fonction des réalités. Même à Paris, vous allez aller à Paris. En fait, tout cela tient à la complexité des élections sénatoriales parce que on n'a pas affaire à une élection populaire où les partis politiques peuvent aller battre campagne dans les rues avec des haut-parleurs où on peut faire sa campagne sur les marchés et tout. Le corps électoral, il est bien identifié et cela demande de mettre en place une stratégie qui soit très forte parce que les conseillers municipaux du SDF sont censés voter pour le SDF. Ceux du RDPC sont censés voter pour le RDPC. Donc, a priori, on peut dire au sein d'un parti politique, il n'y aurait plus besoin de faire une campagne quelconque. Sauf que cela demande de la part des partis politiques maintenant de faire preuve d'imagination, de faire preuve d'originalité pour aller vers les conseillers municipaux qui ne leur sont pas acquis pour essayer de les retourner. Et cela demande un travail très très important. Vous allez voir que même le public n'y comprend pas grand-chose parce que le Sénat, il est quand même très jeune au Cameroun. Si vous faites un sondage dans la rue, il y a très peu de gens qui se rendent même compte qu'il y aura une élection le 25. C'est pas une élection populaire. Voilà, c'est pas une élection populaire et même au sein des partis politiques, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas très bien la nature de ces élections et les stratégies qu'il faut mettre en place. Peut-être avec un Sénat qui sera beaucoup plus ancien, les gens vont commencer à s'y habituer et vont trouver des moyens plus originaux pour faire. Je vous remercie de préciser que peut-être avec un Sénat plus ancien, ça risque de battre en retraite ceux qui pensent que le Sénat n'est pas utile. Il sera ancien, il sera de plus en plus difficile. Sauf que si entre-temps ils prennent le pouvoir, ils vont enlever le Sénat. Par décret. Je viens à vous parler une question, Abdoulaye Ado, et je partage avec vous les chiffres
chiffres, donc la composition des conseils municipaux, si je ne me trompe pas, c'est quand même 10 632 conseils municipaux dans tout le territoire du Cameroun. Le RDPC à lui seul en a déjà 8 685, le SDF 826, l'UNDP 516, et puis cela va décroissant. Abdoulaye, on dirait, je vais lire, l'ANDP en a 13. Donc, est-ce qu'on peut se dire au regard de ces chiffres que tout est plié? Parce que si vous avez 13 personnes acquis à votre cause dans le collège électoral, à côté d'un candidat qui en a 8 685, on va se dire c'est plié d'avance, n'est-ce pas? En principe, mais ce n'est pas ça la réalité. C'est pas mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de l'élection de proximité. D'accord. Ça veut dire que c'est la qualité de la vie, au-delà vraiment des chapelles politiques. Ce que nous on fait, on est en train de programmer, c'est-à-dire une campagne de proximité. On parle à l'homme, on ne parle pas forcément aux militants de tel ou tel parti. Oui. Parce qu'il faudrait dire aux gens, il y a un proverbe de chez moi qui dit que le corps entend mieux que les oreilles. Ça veut dire que ce que vous avez enduré vous a forgé et peut déterminer votre choix pour votre intérêt. D'accord. Et merci. Je crois c'est pourquoi l'ANDP va à ces élections-là en rencontrant ces conseillers-là, quel que soit leur parti, mais également nous aurons une bonne campagne médiatique. Et nous vous remercions pour nous avoir invité. Merci. Alors, en une minute, tout le monde, parce qu'on va sortir sur cette question. Jean Tsoumelou, vous dites on est deuxième sur le plan de la grosseur, mais il y a des zones que vous comptez comme votre bastion, parce que même dans le nord-ouest, vous semblez être débordé par le RDPC qui a moins 30 conseillers de plus que vous. Dans les 5 régions, je crois que nous allons gagner, parce que nous avons des arguments. Comme vient de le dire Abdoulaye. C'est une élection qui a sa complexité. Et je crois que les électeurs du Nord-Ouest, les conseillers municipaux qui viennent à Yaoundé tous les jours et qui traversent la route Baba-Djoubamenda, sachant très bien que c'est le ministre des Travaux publics qui leur refuse la route, Les travaux sont en cours, sénateur. C'est en cours. Les travaux de cette route sont en cours. Le ministre est à notre congrès. Je crois qu'il est peut-être même très fatigué à cause de cette route. Et je crois que les conseillers municipaux du Nord-Ouest, ne voteront pas le RDPC. Quand je prends par exemple à Kolofata, où les populations ont fui. Sénateur, je voudrais qu'on termine parce qu'il nous reste une minute. Je pense qu'ils voteront aussi pour les autres formations politiques, malgré que nous ne sommes pas présents à ces niveaux. Merci beaucoup. Et dans les Bamboutos, par exemple. Sénateur, on va vraiment terminer. Je vous en prie. On va terminer. Il nous reste 2 minutes. Non, il nous reste 2 minutes parce que je ne voudrais pas qu'on entre dans les complexités. 30 secondes. Je vous permets de boucler en 30 secondes, je vous en prie. Dans les Bamboutos, par exemple, le bassin agricole est où? Je crois que les conseillers municipaux sont conscients et voteront vraiment utile. Merci. Merci beaucoup. Dr Pierre Famblon-Gayab, je termine avec vous sur le report, on va le dire, numéraire des votes en fonction des conseils municipaux, mais sachant cela, vous allez quand même à l'élection. Il n'y a pas de report automatique. Il faut toujours avoir une lecture historique des phénomènes politiques. En 2013, dans le littoral, l'UNDP n'avait pas une quinzaine de conseillers municipaux. À la fin, nous avons eu plus de 100 voix. Ça veut dire que les 85 autres voix ont été prises ailleurs. Et c'était une première expérience. Nous avons capitalisé cette expérience. Nous savons comment faire pour prendre les voix ailleurs. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler que le vote reste secret. On pense que, comme je suis conseiller municipal de telle couleur politique, je vais donner ma voix forcément à mon parti. Non. La preuve, on va en campagne. Si c'était un vote automatique, il n'y aurait pas de campagne électorale. Merci. Donc, le vote est secret et chaque électeur se détermine librement en fonction de l'idée qu'il veut donner à la communauté nationale. Donc, est-ce que les conseillers municipaux sont contents de la situation locale ou nationale? Ils peuvent voter en fonction de cela pour sanctionner éventuellement une mauvaise gestion. Merci beaucoup. Alors, le RDPC semble être le vivier des voix qui vont aller dans les autres partis. Grégoire Ouna, vous êtes organisé pour que ça reste? Effectivement, nous avons le plus grand nombre de conseillers municipaux, mais le président Biya
nous dit, et ça, le secrétaire général Nkwete nous l'a répété, aucune élection n'est gagnée d'avance. Il a bien dit. On nous l'a répété et nous avons préparé de telle sorte que nous puissions nous adresser dans ces élections au collège électoral qui est bien connu pour leur donner nos idées, pour leur présenter notre politique, pour leur faire comprendre que nous allons donc avancer parce que n'oubliez pas que le Sénat représente les collectivités décentralisées. Il va falloir booster la décentralisation. Donc, je pense que nous, on se prépare à gagner, nous espérons gagner, et nous pensons particulièrement que les femmes vont comprendre que c'est le RDPC qui est leur meilleur allié, leur meilleur vivier. Je termine avec vous, Jean-Benoît Tanibo, le seul à ne pas voir la coloration politique. D'abord, il faut rassurer également les électeurs et ceux qui vont se présenter, nos candidats, que c'est un scrutin où on peut avoir à partager les sénateurs. Ça veut donc dire que on va faire le maximum d'efforts pour qu'à défaut de prendre les 7 sénateurs de la région, qu'on puisse entrer en partage pour avoir quelques sénateurs. Donc, tout faire pour que les gens n'aient pas la majorité absolue. Jean-Benoît Tanier, les uns et les autres ont dévoilé, on va le dire, un bout de leur stratégie. Mais au regard de tout cela, vous voyez un Sénat avec multicoloration politique ou pas? Non, il y aura sans pas. vous demander de lire dans une boule de cristal. Hein. Oui, mais il n'y aura pas de grand bouleversement à attendre dans ce Sénat, objectivement. Et c'est dommage pour notre démocratie, parce qu'à un moment donné, même le RDPC risque d'être gêné par une majorité obèse, à vaincre sans obstacle, on triomphe sans gloire. Donc, on a besoin pour le bien de ce pays qu'il y ait une opposition forte dans toutes les assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit également même lors des élections municipales, sans quoi c'est le monolithisme et c'est absolument dangereux pour l'avenir de ce pays. C'est pour cela que je pense il n'y aura pas de grands changements au Sénat. Si le RDPC rafle tout pendant les élections, on va nommer quelques sénateurs de cela relève du président de la République. Soi-disant de l'opposition pour essayer de colorer l'affaire. Oui, mais c'est pour essayer de colorer l'affaire. Personne. Donnez-leur un coup de main pour la campagne. Merci beaucoup. Merci, messieurs, d'être venus. Alors, je rappelle rapidement les rendez-vous de Canal 2 International. Ce soir, après le journal de 20h, Georges Gilbert Baonla, éditeur de presse, et l'invité de la reine. Il sera interviewé par Bertrand Oona de Royal FM et Georges Parfait Oundi de l'anecdote en duel. Vous aurez Ernest Pekeo du BRIC et juste après la reine, vous aurez la tribune de l'histoire et puis un devoir de mémoire après la disparition dans la nuit du 8 au 9 mars dernier de Pauline Poincier-Maïnga, la plume exceptionnelle du quotidien Le Jour, qui est donc décédée il y a quelques jours. Elle était souvent l'invitée de ce type de programme sur Canal 2 International. Nos condoléances à sa famille, et puisque nous sommes de sa famille, nous espérons pouvoir se relever de ce drame. Il me reste à vous dire merci, messieurs, d'être venus, et je vous souhaite une bonne campagne. Et surtout que le meilleur gagne. Bon dimanche sur Canal 2 International. Monsieur Tanier, qui n'est pas d'un parti, pourra nous aider pour notre campagne. Oui, monsieur Tanier, il faut les aider. Il faut les aider. Alors, c'est à vous.